De toutes les habitations où j'ai demeuré, et j'en ai eu de charmantes, aucune ne m'a rendu si véritablement heureux et ne m'a laissé de si tendres regrets que l'île Saint-Pierre. Il m'eût suffi durant toute mon existence, sans laisser naître un seul instant dans mon âme, le désir d'un autre état. Premier jour d'Info-été dans un lieu iconique de la littérature, l'île Saint-Pierre. Jean-Jacques Rousseau passe ici quelques semaines en 1765. Il est alors en exil et puis il va être banni de cette île. Une période qui est une sorte de parenthèse verte dans un parcours de persécution idéologique. Il vit ici au rythme du lac de Bienne et des vagues, entre concentration et méditation, dans un état enfin serein qu'il va décrire plus tard dans ses confections et dans les rêveries du promeneur solitaire. Pour en parler aujourd'hui, on va rencontrer Martine Noirjean de Seninck. Elle est responsable de l'espace Rousseau de la bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel qui contient un des fonds d'archives les plus importants sur cet écrivain. On la rencontre juste après l'actualité du jour. Je me trouve devant l'hôtel du monastère de l'île Saint-Pierre. C'est ici que Jean-Jacques Rousseau a séjourné pendant 6 semaines. Aujourd'hui, on en parle avec Martine Noirjean. Vous êtes responsable de l'espace Rousseau de Neuchâtel, de la bibliothèque de Neuchâtel. Rousseau arrive ici en 1765. Pourquoi ? Alors Rousseau, en 1762, publie 2 ouvrages, L'Émile et le contrat social, qui sont condamnés. Condamnés parce qu'il remet en cause l'autorité ecclésiastique et l'autorité politique. Alors il est dès lors condamné à l'exil pour le reste de sa vie. Ses ouvrages sont condamnés à être brûlés et lui-même est décrété de prise de corps. Donc pour éviter l'emprisonnement, il va quitter la région parisienne et puis revenir en Suisse. Son idée est de revenir à Genève, puisqu'il est né à Genève. Pendant son voyage, il apprend qu'à Genève, ses écrits sont également condamnés. Il s'arrête à Yverdon et il ne peut pas y rester parce que le pays de Vaud est sous l'autorité bernoise et les autorités de Berne n'acceptent pas que Rousseau reste sur leur territoire. Donc il est expulsé. Et il va se rendre d'Yverdon à Motier et il va passer 3 ans à Motier. À Motier, dans un premier temps, c'est relativement paisible, mais très vite, les choses s'enveniment et un conflit éclate également avec la classe des pasteurs, qui est l'autorité ecclésiastique de la principauté de Neuchâtel. Et puis le climat s'envenime tellement que finalement, il est victime de ce qu'il appelle une lapidation, c'est-à-dire que les villageois hostiles l'insultent dans la rue, lui lancent des cailloux, et puis la nuit du 6 au 7 septembre 1765, après la foire de Motier, des cailloux sont lancés contre sa maison, contre sa façade. Un caillou casse une fenêtre et arrive même au pied de son lit. Donc là, il prend peur et il décide de quitter Motier. Et il se rend dès le lendemain à Neuchâtel et depuis Neuchâtel à l'île de Saint-Pierre. On peut imaginer qu'il arrive dans un état d'esprit assez difficile, presque en dépression. Enfin, ça fait quand même longtemps qu'il est pourchassé et ses années d'errance d'ailleurs vont continuer, on le verra plus tard. Dans quel état d'esprit il arrive? Dans cette période très tourmentée où il se sent persécuté, où il est en conflit avec de nombreuses personnes, l'envie sans doute de se retirer du monde, de trouver un endroit calme où il pourrait faire un peu le point, se retrouver lui-même et se sentir en sécurité. Surtout, effectivement, c'était assez difficile, mais il s'est senti vraiment en danger, attaqué physiquement parce que ses idées dérangeaient et ses écrits dérangeaient. Vous avez un extrait qui explique un petit peu à quel point il se sent finalement coupé de la société et reclus. Je prenais donc en quelque sorte congé de mon siècle et de mes contemporains. Et je faisais mes adieux au monde en me confinant dans cette île pour le reste de mes jours. Car telle était ma résolution. Et c'était là que je comptais exécuter enfin le grand projet de cette vie oiseuse auquel j'avais inutilement consacré jusqu'alors tout le peu d'activité que le ciel m'avait départi. Cette île allait devenir pour moi celle de Papimanie, ce bienheureux pays où l'on dort. Alors il n'a pas que dormi. Qu'est-ce qu'il a fait justement ici? Il va faire très peu de travail intellectuel. Il va vraiment
beaucoup herborisé. Donc c'est vraiment un retour à la nature. Donc il va se promener dans l'île et puis récolter des plantes, récolter des fleurs. Et puis il va également aider aux travaux des champs. Il raconte qu'il va cueillir des pommes, que souvent quand les visiteurs viennent le voir, ils le trouvent juché sur un arbre en train de cueillir des fruits. Et puis, il va également beaucoup méditer, on pourrait dire. Alors lui, il parle de rêverie. Donc l'après-midi, après le repas, il raconte qu'il va au bord du lac, qu'il se couche et qu'il observe le lac, ou alors qu'il va sur une barque. Et puis qu'il se laisse dériver sur le lac et qu'il se laisse aller à ses rêveries. Donc on voit vraiment une espèce de tentative de retour à la nature, de symbiose avec la nature, un thème qui est très très important dans la vie et dans l'œuvre de Rousseau. Alors justement, l'Espace Rousseau a acheté en 1979 un herbier qui aurait appartenu apparemment à Jean-Jacques Rousseau et qui fait l'objet aujourd'hui d'une étude interdisciplinaire. On va en parler tout de suite dans le reportage de Sophie Christ. Ces plantes ont 250 ans. Glissées entre ces pages dans l'attente d'être classées, le temps s'est suspendu pour elles. C'est avec un fond blanc, c'est magnifique. Regarde. Comme il ressort bien la couleur, c'est impressionnant, quand même. Le noir. Des plantes de l'Europe de l'Ouest, mais aussi des Balkans ou du Nouveau Monde que Rousseau a reçues ou lui-même cueillies. Jérémy Tritz est l'un des botanistes qui travaille sur l'herbier de Rousseau. Il identifie et reconditionne les plantes séchées, vérifie les hypothèses du philosophe. On voit, lorsqu'il n'y a pas eu de mélange, que ces identifications, pour la plupart, moi je ne fais que confirmer. Donc ça prouve encore une fois que ce n'était pas n'importe qui s'intéressait à cette science aimable, comme on l'appelle, hein, la botanique. Le projet Synergia se situe à l'embranchement entre histoire des sciences et histoire littéraire. C'est la première fois que l'herbier de Rousseau est étudié dans les détails. Il intéresse les chercheurs et chercheuses parce que la mort de Rousseau l'a laissé inachevé. On a ici une photographie du travail d'un botaniste en 1778, au moment de sa mort, avec des planches d'herbier qui sont très belles, très finies, et d'autres au contraire qui contiennent du foin à peine cueilli et séché, qui n'a pas encore été identifié. On voit les doutes de Rousseau, qui cherche à comprendre ce qu'il a dans ses mains. On voit Rousseau essayer d'analyser des spécimens qu'il a reçus d'autres botanistes ou d'amis. Et là, d'un coup, ça serait Rousseau. Ouais. Et ça, c'est Rousseau. Enfin, c'est disparate au possible. Rousseau se prend de passion pour la botanique au cours des 15 dernières années de sa vie. Seules 49 planches de son herbier sont terminées. Il en offre à ses amis, particulièrement aux femmes. Le philosophe considère que l'homme corrompu par la société peut renouer avec la nature grâce à la botanique. Telle que Rousseau la conçoit, elle peut se passer presque complètement de livres. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut s'intéresser à la botanique, et en particulier une femme qui à l'époque n'a pas accès à la même éducation qu'un homme le plus souvent, eh bien, va pouvoir prendre le chemin de l'érudition, lire beaucoup d'ouvrages, la plupart en latin, mais va aussi pouvoir, selon Rousseau, apprendre à voir la nature pour son propre maître, c'est-à-dire apprendre au contact des plantes elles-mêmes ce qu'est la végétation, ce qu'est la nature. Cet échantillon de la nature du XVIIIe siècle est un objet fragile, difficile à manipuler. Pour le projet Synergia, il s'agit maintenant d'en faire une base de données pour que le public et la recherche puissent accéder aux quelques 3000 spécimens de l'herbier. Toujours en compagnie de Martine Noirjean ici sur l'île Saint-Pierre, le lieu où a vécu Jean-Jacques Rousseau pendant 6 semaines. On l'a vu dans ce reportage et on l'a évoqué avant aussi, la nature c'est très important pour Jean-Jacques Rousseau, c'est aussi une philosophie de vie. Finalement c'était un peu un écolo avant l'heure.
Oui, oui. D'ailleurs, il a écrit dans de nombreux domaines hein, et il est considéré comme le précurseur dans de nombreux domaines, mais dans le domaine de l'écologie, tout à fait. On peut raconter peut-être une petite anecdote à ce sujet. Pendant son séjour à l'île Saint-Pierre, donc on rappelle que c'était une vraie île hein, avant la correction des eaux du Jura. Il y en avait même une petite île qui n'était pas habitée. Et Rousseau a eu l'idée d'y introduire des lapins parce qu'il y avait de l'herbe en abondance. Alors ils ont fait venir des couples de lapins de Neuchâtel avec le receveur et ils ont organisé une petite manifestation en grande pompe, embarqué les lapins dans une barque et puis ils ont fait un lâcher de lapins sur cette petite île. Alors Jean-Jacques Rousseau adore cet endroit, c'est une des périodes de sa vie les plus belles, c'est ce qu'il décrira plus tard dans ses Rêveries du promeneur solitaire. Mais il va repartir déjà après 6 semaines. Pourquoi ? Eh bien, malheureusement pour lui, il lui arrive la même chose que 3 ans avant. Les autorités bernoises ne veulent pas qu'il reste dans leur territoire et il va être expulsé donc, du territoire bernois. Il s'y attendait un peu, hein. Il avait pris, avant de venir, il avait pris quelques dispositions, il avait un ami qui s'était renseigné et il pensait que les autorités allaient fermer les yeux et puis le tolérer. Et non, les autorités bernoises donc, demandent au bailli de Nidau, M. von Grafenried, de signifier à Rousseau son expulsion. Il a 5 jours pour s'en aller. S'ensuit ensuite un voyage compliqué. Il va finalement partir pour l'Angleterre après différentes étapes. Il va partir de l'île de Saint-Pierre, il fait une étape à Bienne. Et puis là, il va recevoir un passeport du bailli von Grafenried pour l'aider à traverser les terres bernoises sans être inquiété. De Bienne, il part à Strasbourg, ensuite il retourne à Paris et il part à Londres, en effet. Ça ne se passe pas très bien. De Londres, il revient en France et il continue sa vie d'errance hein, jusqu'à la fin de sa vie. Il meurt à Ermenonville en 1778. Mais pourquoi finalement ce personnage a été autant persécuté? C'était vrai, il était vraiment considéré comme étant un danger public aux yeux des autorités. Dans le contrat social, hein, il dit que la seule autorité légitime, c'est le peuple qui la détient et que c'est par un pacte, un contrat social que le peuple peut transmettre son autorité à des représentants. Donc vous voyez bien que l'autorité royale, les monarchies de l'époque se sentent effectivement... Donc il est déjà dans un idéal de démocratie. Il remet en cause le pouvoir qui se transmet de père en fils par des privilèges, c'est ça, et il remet en cause le pouvoir du plus fort sur le plus faible. Donc il parle aussi de l'origine de l'inégalité dans un autre écrit. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a réfléchi à la manière dont les hommes peuvent vivre ensemble et l'organisation de la société, mais il remet en cause effectivement l'organisation de la société telle qu'elle est à son époque. Et il va mourir plus ou moins 10 ans avant la Révolution française. Donc là, le pouvoir, le peuple prend le pouvoir. On peut imaginer que ces écrits ont justement aussi contribué à amener ces mouvements populaires et cette révolution. Oui, on dit souvent que le contrat social était le livre de chevet des révolutionnaires, donc il a vraiment largement inspiré la Révolution française. Et puis est-ce que plus tard aussi on s'est servi de ces écrits pour amener d'autres révolutions, peut-être dans le domaine de l'éducation? Il était avant-gardiste dans ces nombreux domaines, donc au niveau politique on l'a dit, mais aussi dans l'éducation, hein, il est considéré comme le père de la pédagogie moderne. Dans les 1000, hein, il met vraiment l'enfant au centre de l'éducation, l'enfant qui doit découvrir par lui-même, donc ça c'est aussi très avant-gardiste. Et dans le domaine de l'écologie, on l'a dit aussi, hein, il critique aussi le progrès anarchique, donc il dit que de se lancer dans le progrès sans mesure va mener l'homme à sa perte.
Merci Martine Argent de Seninck encore une fois pour ces informations précieuses que vous nous avez données sur Jean-Jacques Rousseau et son séjour ici sur cette merveilleuse île Saint-Pierre. Demain, on continue nos émissions d'Info Été et puis on va partir à la découverte d'un autre écrivain bien vivant cette fois. Il s'agit de Jean-Pierre Rochat, écrivain paysan originaire de Vauflin et qui va nous parler de sa vision du monde paysan. Voilà, une très belle suite de programmes sur Télé Bilingue.